Ma femme m'a annoncé qu'elle passerait un mois avec son ex-mari. Je l'ai laissé partir et lui ai retiré le train de vie qu'elle chérissait tant. C'était un mardi soir quand Gabrielle rentra de son cours de yoga. Elle avait l'air différente, nerveuse, agitée. Elle posa son sac sur la table de la salle à manger et me regarda avec une expression qui se voulait décontractée, mais trahissait quelque chose de plus profond. 7 ans de mariage, assez pour que je connaisse chacun de ses gestes, chaque micro-expression qu'elle tentait de dissimuler. René, il faut qu'on parle, dit-elle finalement. Ces 4 mots suffirent pour que je comprenne que la conversation à venir ne porterait ni sur les meubles du salon, ni sur nos prochaines vacances. Je m'assis sur le canapé. Elle resta debout, jouant nerveusement avec son alliance. Cette bague en or blanc sertie de diamants qui m'avait coûté 3 mois de salaire. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, commença-t-elle. Je crois que j'ai fait une erreur en t'épousant. Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Je ne criais pas, n'explosais pas. J'attendis simplement qu'elle continue. Diego m'a contacté il y a 3 mois, avoua-t-elle en parlant de son ex-mari. On s'est parlé, rien de physique, juste des conversations, mais j'ai réalisé qu'il y a toujours quelque chose entre nous. Diego, son premier mari, avec qui elle avait été mariée 2 ans avant de me rencontrer, un homme immature et irresponsable, selon ce qu'elle m'avait raconté à l'époque. Qu'est-ce que tu veux, Gabriel demandai-je d'une voix trop calme. Elle se mordit la lèvre. Je veux un mois, juste un mois avec Diego, pour voir si ce que je ressens est réel ou juste de la nostalgie. Si je me trompe, je reviens, et on continue comme avant. Ma femme, celle qui partageait mon lit chaque nuit, qui portait mon nom, qui vivait dans la maison que je payais, venait de me demander la permission de passer un mois avec son ex. Et je suis censé faire quoi pendant ce mois? Juste attendre? Ne rien changer? C'est seulement un mois, René. Si tu m'aimes vraiment, tu me donneras cet espace pour clarifier mes sentiments. La manipulation déguisée en amour. Je la regardais longuement. Gabrielle avait été mon monde pendant 7 ans. Je l'avais rencontrée quand elle travaillait comme réceptionniste dans un hôtel et que je venais de lancer mon entreprise d'import-export. Elle avait quitté son travail 2 ans après notre mariage, prétextant que le stress la rendait malade. Les cours de yoga avaient suivi, puis les sorties entre amis, les soins en spa, les achats constants, tout payé par moi. D'accord, dis-je finalement. Tu peux avoir ton mois avec Diego. Son visage s'illumina de soulagement. Mais il y a des conditions, ajoutai-je. Pendant ce mois, tu vivras chez lui, pas ici. Tu expérimenteras la vraie vie avec Diego, sans aucun des conforts que tu as maintenant. Après ce mois, on prendra des décisions définitives. Soit tu es avec moi complètement, soit tu ne l'es pas. Gabriel acquiesça rapidement. Ça me paraît juste, je pars demain. Cette nuit-là, je restais éveillé dans mon bureau, regardant la ville illuminée par la fenêtre. Et c'est dans ce silence de l'aube que je pris ma décision. Si Gabrielle voulait expérimenter la vie avec Diego, elle l'expérimenterait dans sa totalité. Sans mes cartes de crédit, sans ma maison, sans mon argent. À 6 heures du matin, pendant qu'elle dormait encore, je passais quelques appels. Le premier à Rodrigo, mon avocat et vieil ami de l'université. Rodrigo, je sais qu'il est tôt, mais écoute-moi. Je lui racontai tout. Après un long silence, il demanda « Tu es sûr de vouloir faire ça ?»« Absolument. »« D'accord. Dans 2 heures, tout sera prêt. » Mon deuxième appel fut pour la banque. J'annulais toutes les cartes supplémentaires à mon nom que Gabriel possédait. Je modifiais les mots de passe de nos comptes communs et bloquais son accès à nos investissements. Le troisième appel fut pour mon comptable. Je veux que tu révises toutes les dépenses de Gabriel des 12 derniers mois. Chaque centime. À 8 heures, quand Gabriel descendit avec 2 grosses valises, j'étais dans la cuisine, buvant mon café. Elle semblait animée, presque enthousiaste. « Bonjour, dit-elle avec un sourire. Merci d'être si compréhensif, René. »« De rien. Au fait, j'ai annulé toutes les cartes bancaires à mon nom ce matin. » Son sourire se figea. « Quoi? Les cartes, je les ai annulées. J'ai aussi bloqué ton accès à nos comptes. Pendant ce mois avec Diego, tu vivras entièrement avec lui, tu te souviens? Ça signifie que tu n'utiliseras pas mon argent. » Le sang quitta son visage. « Mais j'ai besoin d'argent, René. »« Diego a un travail, non? Je suis sûr qu'il peut subvenir à tes besoins pendant un mois.
C'est avec lui que tu veux être, après tout. C'est ridicule, tu ne peux pas me laisser sans argent. Bien sûr que si. C'est mon argent, Gabriel. Ça l'a toujours été. Tu as arrêté de travailler il y a 5 ans. Pendant tout ce temps, j'ai tout payé. Cette maison, tes vêtements, tes soins en spa, tes cours de yoga, absolument tout. Maintenant, tu veux un mois avec Diego? Parfait. Mais ce mois sera avec l'argent de Diego, pas avec le mien. La sonnette retentit. Diego était arrivé. Gabriel me lança un regard mêlé de colère et d'incrédulité avant de saisir ses valises et de se diriger vers la porte. Diego conduisait une vieille berline qui devait avoir au moins 15 ans. Il descendit pour l'aider avec les bagages, l'air confus quand elle lui expliqua quelque chose à voix basse. Il me regarda. Je le regardai en retour. Aucun mot ne fut échangé. Tandis que la voiture s'éloignait dans la rue, je sortis mon téléphone et appelai Rodrigo. « Tout est prêt ? » ?»« Tout est prêt. Les papiers de divorce sont préparés. Il me faut juste ta signature. »« Parfait. J'arrive dans 1 heure. » Le bureau de Rodrigo se trouvait au 22e étage d'un immeuble du quartier d'affaires. Quand j'arrivai, tous les documents étaient étalés sur son bureau en acajou. Mariage de 7 ans, sans enfant, régime de séparation de biens, récita Rodrigo. Techniquement, elle n'a droit à rien de ce qui est à ton nom. La maison est uniquement à ton nom, l'entreprise aussi, les investissements aussi. Tu as été très intelligent de tout garder séparé. Mon père me l'avait conseillé quand je me suis marié. À l'époque, je trouvais ça trop cynique. Aujourd'hui, je lui donne raison. Rodrigo acquiesça pendant que je signais document après document. J'ai vu beaucoup de cas comme celui-ci. Tu sais quel est le schéma commun? La femme arrête de travailler, s'habitue à l'argent du mari, puis s'ennuie. Elle cherche de l'excitation ailleurs, mais ne veut pas perdre son train de vie. Eh bien, Gabrielle est sur le point de découvrir qu'elle ne peut pas avoir les deux. Quand vas-tu lui remettre les papiers? À la fin du mois. Je veux qu'elle expérimente d'abord la vie sans mon argent. Ensuite, je lui donnerai les papiers de divorce. Rodrigo me tendit un autre dossier, plus mince. Il y a autre chose. L'enquêteur privé que tu as engagé m'a envoyé son rapport ce matin. Je l'ouvris et commençai à lire. Selon le rapport, Gabriel et Diego ne s'étaient pas remis à se parler il y a 3 mois, comme elle l'avait prétendu. Ils communiquaient depuis plus d'1 an. Les photos montraient des rencontres dans des cafés, des hôtels, des promenades dans des parcs. Date, horaire, lieu. Tout méticuleusement documenté. 1 an, murmure, elle le voyait depuis 1 an entier. Il y a plus, dit Rodrigo. Diego n'a pas d'emploi stable. Il travaille comme mécanicien indépendant. Il gagne à peine de quoi payer le loyer d'un petit appartement dans un quartier populaire. Ta femme va passer d'une maison de 3 niveaux dans le meilleur quartier à un 2 pièces avec des murs fins. Je ressentis un mélange étrange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que Gabrielle allait affronter la réalité qu'elle avait évitée. Tristesse parce que j'avais gaspillé 7 ans avec quelqu'un qui ne me valorisait clairement pas. Les 3 premiers jours après le départ de Gabrielle furent étrangement paisibles. La maison était silencieuse, mais d'un silence agréable. Pas de vêtements traînant partout, pas de télévision à plein volume, pas de plaintes constantes. Je pouvais travailler sans interruption, manger ce que je voulais, dormir quand je voulais. Le 4e jour, je reçus le premier message de Gabrielle. L'appartement de Diego est minuscule. Pas assez d'espace pour mes affaires. Je ne répondis pas. Le 5e jour, le lit est inconfortable. Je ne dors pas bien. Pas de réponse non plus. Le 6e jour, on peut parler? J'ai besoin de récupérer des choses à la maison. Cette fois, je répondis, tu as pris tout ce dont tu avais besoin. Il n'y a rien d'autre à récupérer ici. Durant la première semaine, ces messages n'étaient que des plaintes déguisées. Durant la 2e semaine, le ton changea, devint plus urgent, plus désespéré. René, j'ai besoin d'argent. Diego ne peut pas couvrir toutes les dépenses. J'avais un rendez-vous au spa, mais ma carte a été refusée. Pourquoi tu as tout annulé? Je ne répondis à aucun de ces messages. Pendant ce temps, j'utilisais mon temps libre de manière productive. J'engageais une entreprise de nettoyage en profondeur. Je donnais tous les vêtements que Gabrielle avait laissés à des œuvres caritatives. Je réorganisais mon bureau. Je recommençais à faire de l'exercice régulièrement.
Je rencontrai aussi mon comptable pour réviser les dépenses de Gabrielle. Les chiffres étaient stupéfiants. En 12 mois, elle avait dépensé plus de 100 000 euros de mon argent. Soins de beauté, vêtements de créateur, restaurants haut de gamme, voyages avec ses amis. Tu savais qu'elle dépensait autant ? Demanda mon comptable. Je savais qu'elle dépensait, mais je n'avais jamais calculé exactement combien. 100 000 euros en un an, c'est énorme. Et ça sans compter les frais fixes de la maison. Si tu additionnes tout, tu dépensais probablement près de 200 000 euros par an pour maintenir son train de vie. 200 000 euros. Pendant 7 ans. Presque 1,5 million investi dans une femme qui dormait maintenant dans l'appartement minuscule de son ex-mari. À la mi-troisième semaine, les appels commencèrent. Gabrielle ne se contentait plus d'envoyer des SMS, elle appelait directement. Je laissais sonner la messagerie, mais j'écoutais parfois les messages. « René, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » C'est plus dur que je pensais. Diego et moi, on s'est disputés à cause de l'argent. Je peux revenir à la maison juste pour prendre quelques affaires ? S'il te plaît, appelle-moi. 3 semaines sont passées, plus qu'une semaine. Mais j'ai besoin de savoir qu'on pourra parler quand ce sera fini. Chaque message révélait plus de désespoir. Gabrielle découvrait ce que je savais déjà. Diego ne pouvait pas lui offrir le train de vie auquel elle s'était habituée. Le 25e jour, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Quelque chose me poussa à répondre. « René ?» C'était une voix de femme que je ne reconnus pas immédiatement. « Qui est à l'appareil ?»« C'est Lorena, la sœur de Gabrielle. Il faut qu'on parle de ma sœur. » Lorena. Je l'avais rencontrée à notre mariage et peut-être 2 ou 3 fois après. « Que se passe-t-il » demandai-je, mon ton neutre. « Gabrielle traverse une période difficile. Elle est venue chez moi hier soir en pleurant. Elle dit que tu l'as abandonnée, que tu lui as tout retiré. C'est vrai ?» Je me renversai dans ma chaise. « Elle t'a dit pourquoi je l'ai laissée sans rien ? » ?»« Comment ça ? » ?»« Elle a dit que vous vous étiez disputés et que tu avais décidé de la punir financièrement. » Version intéressante. Elle t'a dit qu'elle m'avait demandé la permission de passer un mois avec son ex-mari ? Qu'elle m'avait dit avoir besoin de ce temps pour décider si elle voulait rester mariée avec moi ou retourner avec lui ? Long silence à l'autre bout. « Elle n'a pas mentionné ça, » répondit finalement Lorena, sa voix devenue plus douce. « Elle a dit que vous aviez besoin de temps séparés à cause de problèmes conjugaux. Lorena, ta sœur a 32 ans. Pendant les 5 dernières années, elle n'a pas travaillé un seul jour. J'ai absolument tout payé. Quand elle m'a demandé ce mois avec Diego, j'ai accepté. Mais je lui ai clairement dit que ce mois se passerait en vivant complètement avec lui, pas en utilisant mon argent pendant qu'elle couchait avec un autre homme. » Autre silence, plus long cette fois. « Je ne savais pas, » admit-elle. Gabrielle nous raconte toujours sa version des choses. Maintenant que tu le dis, ça a du sens. Elle a toujours eu cette capacité à manipuler les situations pour se faire passer pour la victime. Exactement. Et franchement, Lorena, ce qui se passe entre Gabrielle et moi n'est plus ton problème ni celui de ta famille. Elle recevra bientôt des papiers de divorce. Tu as déjà pris la décision de divorcer ? C'est elle qui a pris cette décision quand elle a décidé que notre mariage valait moins qu'1 mois de nostalgie avec son ex. Je ne fais que formaliser ce qu'elle a choisi. Les 5 derniers jours du mois s'écoulèrent avec une lenteur délibérée. Chaque matin, je me réveillais tôt, prenais mon petit déjeuner sur la terrasse et passais la journée à développer mon entreprise. Avec la clarté mentale que m'apportait l'absence de Gabrielle, je récupérais d'anciennes connexions et conclus 3 nouveaux contrats qui augmenteraient mes revenus de 30%. Gabrielle envoyait des messages chaque soir. « Diego et moi, on s'est encore disputés pour l'argent. Cet appartement est si petit, notre maison me manque. » Je ne répondais jamais. Mon silence était intentionnel. La veille de notre rendez-vous programmé, Rodrigo arriva chez moi avec une grande boîte remplie de documents. Les papiers de divorce étaient au sommet, mais en dessous se trouvait autre chose. Des preuves. Photos, relevés bancaires, historique de messages, le rapport complet de l'enquêteur privé. Tout organisé chronologiquement, montrant année après année la manipulation financière et émotionnelle, culminant avec la dernière année d'infidélité. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda Rodrigo pendant que nous organisions les documents. « Tu pourrais simplement lui donner les papiers de divorce et en finir. »« Je pourrais, acquiesçai-je.
Mais Gabrielle doit comprendre exactement pourquoi elle perd tout. Elle doit voir noir sur blanc ce qu'elle a fait. Le 30e jour arriva avec un ciel dégagé. Je me levai tôt, fis de l'exercice, me douchai et m'habillai de manière décontractée mais présentable. Gabrielle devait arriver à 15 heures. À 14h45, j'entendis une voiture s'arrêter devant chez moi. Je regardai par la fenêtre et vis la vieille berline de Diego. Gabrielle descendit du siège passager. Elle avait changé. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, paraissaient négligés avec les racines apparentes. Elle portait un jean et un t-shirt simple. Son visage, sans le maquillage professionnel habituel, montrait des cernes et de la fatigue. J'ouvris la porte avant qu'elle ne sonne. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bonjour, Gabrielle. Entre. » Elle entra lentement, regardant autour d'elle comme si elle voyait la maison pour la première fois. Tout était impeccablement propre et ordonné. « La maison a l'air différente ?» commenta-t-elle. « Plus organisée, acquiesçai-je. »« Assieds-toi. Tu veux un café ?»« Oui, s'il te plaît. » Elle s'assit sur le canapé. J'allai à la cuisine, préparai 2 tasses de café et revins. Je lui tendis une tasse et m'assis dans le fauteuil en face d'elle. Pas à côté. Ce petit détail ne passa pas inaperçu. « Bon, » commença-t-elle en prenant une gorgée, « le mois est passé. »« Oui, il est passé. »« René, j'ai beaucoup appris pendant ce temps. Sur moi-même, sur ce que je veux vraiment. Diego et moi, ça n'a pas fonctionné comme je pensais. La réalité était très différente de mes souvenirs. Son appartement est minuscule. Il travaille toute la journée et rentre épuisé. On n'a pas d'argent pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas la vie que je veux. Je comprends, dis-je sans émotion. Et j'ai réalisé autre chose, continua-t-elle. J'apprécie tellement ce qu'on avait. Cette maison, notre vie ensemble. J'ai été stupide, René. J'ai risqué tout ça pour de la nostalgie. Je pris une gorgée de café. Est-ce qu'on peut réessayer ? Demanda-t-elle finalement. Je sais que j'ai fait une erreur terrible, mais tout le monde mérite une seconde chance. On pourrait aller en thérapie de couple, on pourrait... Tu sais combien tu as dépensé l'année dernière ? L'interrompis-je. Elle cligna des yeux, confuse. Quoi ? L'année dernière. Tes dépenses personnelles. Tu as une idée du montant ? Je ne sais pas. Je ne tenais pas les comptes. Tu disais toujours que l'argent n'était pas un problème. Je me levai, marchai vers la table où j'avais laissé tous les documents, pris le dossier avec les relevés bancaires et le laissai tomber sur la table basse entre nous. 100 000 euros. Tu as dépensé 100 000 euros en un an. Spa, vêtements, restaurant, voyage avec tes amis. 10 000 euros par mois en dépenses purement personnelles. Gabrielle regarda le dossier mais ne l'ouvrit pas. René, je ne savais pas que c'était autant. Mais si c'est un problème, je peux réduire mes dépenses. Tu peux ? Comment ? Tu n'as pas de revenus propres. Tu n'as pas travaillé depuis 5 ans. Tout ce que tu dépenses, c'est de l'argent que je gagne. Je pourrais chercher du travail, offrit-elle rapidement. Je sais que j'ai abandonné ma carrière, mais je peux reprendre. Je sortis un autre dossier. Celui-ci contenait le rapport de l'enquêteur privé. Je l'ouvris et commençai à sortir les photos une par une, les plaçant sur la table. Gabrielle et Diego dans un café. Gabrielle et Diego marchant main dans la main dans un parc. Gabrielle et Diego entrant dans un hôtel. Photo après photo, la couleur disparut du visage de Gabrielle. « Qu'est-ce que c'est ? Tu m'as dit que Diego t'avait contacté il y a 3 mois, dis-je calmement. Mais ces photos montrent que vous vous voyez depuis plus d'1 an. Une année entière d'infidélité, Gabrielle. Une année de mensonges. » Ses mains tremblaient en regardant les photos. « René, je peux expliquer ?» ?»« Tu n'as pas besoin d'expliquer. Les photos parlent d'elles-mêmes. Mais il y a autre chose. » Je sortis le dernier dossier. Les papiers de divorce. Je les posai soigneusement sur les photos. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, bien qu'elle le sache déjà. « Des documents de divorce. Ils sont prêts. Il ne manque que ta signature. » Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Non, René, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut les surmonter. 7 ans de mariage doivent bien signifier quelque chose. Tu as raison. 7 ans devraient signifier quelque chose. Ils devraient signifier loyauté, respect,
Quand ton partenaire travaille 60 heures par semaine pour te donner le train de vie que tu veux, tu devrais au moins avoir la décence de ne pas coucher avec ton ex-mari pendant une année entière. C'était une erreur. J'étais confuse. Je me sentais seule. Seule, répétai-je, ma voix se durcissant pour la première fois. Tu te sentais seule pendant que tu dépensais mon argent dans des restaurants chics avec tes amis? Tu te sentais seule pendant tes week-ends au spa? Tu te sentais seule pendant que je travaillais pour payer tout ça? Elle n'avait pas de réponse. Elle pleurait simplement. Gabriel, pendant ce dernier mois, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à notre mariage. Et j'ai réalisé quelque chose. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais ce que je pouvais te donner. La maison, l'argent, le train de vie. Mais moi, en tant que personne, tu ne m'as jamais vraiment valorisé. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle faiblement. Je sortis mon téléphone et ouvris les messages qu'elle m'avait envoyés pendant le mois. Je les lus à voix haute. L'appartement de Diego est minuscule. Le lit est inconfortable. Diego ne peut pas couvrir toutes les dépenses. Ma carte a été refusée au spa. Pas un seul message disant que je te manquais. Pas un seul sur notre connexion émotionnelle. Seulement des plaintes sur le manque de confort matériel. Ses sanglots s'intensifièrent. S'il te plaît, René, donne-moi une autre chance. Je serai meilleur, je changerai. Il est trop tard pour les promesses. Le divorce sera prononcé. Étant donné qu'on a un régime de séparation de biens et que tu n'as aucun droit légal sur ce qui est à mon nom, le processus sera rapide, probablement finalisé dans 3 mois. Et qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Sa voix était pleine de panique. Je n'ai pas de travail, pas d'argent, rien. Tu as Diego, l'homme pour qui tu as risqué notre mariage. Tu peux rester avec lui, trouver du travail ou retourner chez ta famille. Mais ces options ne me concernent plus. Je me levai, indiquant que la conversation était terminée. Il faut que tu partes maintenant. S'il y a quelque chose à toi que tu as laissé et dont tu as vraiment besoin, tu peux coordonner avec Rodrigo, mon avocat. Voici sa carte. Mais je ne veux plus de communication directe avec toi, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Elle se leva lentement, comme en transe. Elle marcha vers la porte, s'arrêta, se retourna vers moi une dernière fois. Il n'y a vraiment rien que je puisse dire ou faire pour changer ta décision? Je la regardai directement dans les yeux. Absolument rien. Elle sortit sans un mot de plus. Par la fenêtre, je la vis monter dans la voiture de Diego. Même de loin, je pouvais voir qu'elle pleurait. Je fermai la porte, retournai au salon et, pour la première fois en un mois entier, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix complète. 4 jours après ma dernière conversation avec Gabriel, Rodrigo m'appela. Gabriel a engagé un avocat, Mauricio Salazar. Tu le connais? Je connaissais le nom. Salazar était connu en ville pour prendre des cas de divorce compliqués, surtout ceux où il essayait d'extraire le maximum d'argent du conjoint aux ressources les plus importantes. Qu'est-ce qu'ils argumentent? Essentiellement, ils tentent d'établir que même si vous avez techniquement une séparation de biens, elle a contribué de manière significative au mariage par les tâches domestiques et le soutien émotionnel. Ils veulent que le juge lui accorde une compensation financière. Je ris sans humour. Contribution domestique? On avait un service de ménage 3 fois par semaine. Je cuisinais la plupart du temps. Quelle contribution exactement? Je sais, c'est une stratégie désespérée, mais Salazar est connu pour être convaincant. Il me faut tous les reçus du service de ménage, des restaurants, tout ce qui prouve qu'elle ne faisait pas de tâches domestiques intensives. Je passai la semaine suivante à rassembler les preuves. Facture de restaurant montrant qu'on mangeait dehors au moins 5 fois par semaine. Reçu du service de ménage, relevé bancaire montrant les paiements à une blanchisserie de luxe parce que Gabriel refusait de laver son propre linge. Durant cette période, plusieurs personnes de notre cercle social me contactèrent. Certaines étaient sincèrement solidaires, d'autres curieuses. Mais un groupe particulier me surprit. Des femmes qui avaient été amies avec Gabriel. La première à m'appeler fut Patricia. René, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Gabrielle parlait de toi de manière horrible quand elle était avec nous. Elle disait que tu étais ennuyeux, que tu ne servais qu'à payer ses factures, qu'elle méritait quelqu'un de plus excitant. Les mots firent mal, non parce qu'ils me surprenaient, mais parce qu'ils confirmaient ce que j'avais toujours soupçonné. Pourquoi me racontes-tu ça maintenant?
Parce que j'ai appris qu'elle essaie de récupérer ton argent dans le divorce, et ce n'est pas juste. Nous savons tous qu'elle ne t'a jamais valorisé. René, si tu as besoin que je témoigne sur la façon dont elle parlait de toi, je le ferai. 2 jours plus tard, une autre amie de Gabriel me contacta avec une histoire similaire. Puis une autre. À la fin de la semaine, j'avais les témoignages de 5 femmes différentes, toutes prêtes à déclarer sur le comportement de Gabriel. C'est de l'or, dit Rodrigo quand je lui montrai les témoignages écrits. Avec ça, on ne va pas seulement nous défendre, on va démolir leurs revendications. Un mois après notre dernière conversation, je reçus un message d'un numéro inconnu. René, c'est moi. J'ai changé de numéro parce que tu as bloqué l'ancien. J'ai besoin d'argent pour payer mon avocat. S'il te plaît, juste un prêt. Son audace était presque admirable. Elle voulait que je paie l'avocat qui essayait de me soutirer de l'argent. Je ne répondis pas. Je bloquai simplement le nouveau numéro. 2 semaines plus tard, Rodrigo m'appela. Salazar s'est retiré du cas de Gabriel. Elle n'a pas pu payer la compte qu'il exige. Sans paiement, pas de représentation. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle devra se représenter elle-même ou prendre un avocat commis d'office. De toute façon, elle ne représente plus une vraie menace. L'audience préliminaire était programmée pour un mardi matin, 2 mois après ma dernière conversation en personne avec Gabriel. J'arrivai au tribunal avec Rodrigo, en costume, me sentant étonnamment détendu. Gabriel arriva 15 minutes en retard, accompagné d'un avocat commis d'office qui semblait à peine sorti de l'université. Par son expression nerveuse, c'était visiblement l'un de ses premiers cas. Quand Gabrielle me vit, elle essaya de capter mon regard, mais je gardai les yeux droits devant. Elle avait l'air émaciée, épuisée. Ses vêtements étaient bon marché. Le contraste avec la femme parfaitement apprêtée qu'elle avait été était frappant. Le juge, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et à l'expression sévère, révisa les documents initiaux. Bien. Nous sommes ici pour l'audience préliminaire dans l'affaire de divorce Dubois contre Dubois. La demanderesse est-elle prête à présenter son cas? Le jeune avocat de Gabriel se leva, trébuchant légèrement sur sa mallette. Oui, votre honneur. Ma cliente cherche une compensation juste pour 7 ans de mariage durant lesquels elle a consacré sa vie à tenir le foyer pendant que le défendeur construisait son entreprise. Rodrigo se leva. Votre honneur, avec tout le respect dû, cette caractérisation des faits est complètement fausse. Nous avons une documentation extensive démontrant que Madame Dubois non seulement ne tenait pas le foyer, mais vivait un train de vie extrêmement luxueux, entièrement financé par mon client, tout en maintenant simultanément une relation extra-conjugale avec son ex-mari. Le juge leva une main. Nous arriverons aux preuves en temps voulu. D'abord, Maître Ortiz, quelle compensation spécifique votre cliente recherche-t-elle? L'avocat déglutit. Nous sollicitons une pension alimentaire de 5 000 € mensuels pour une période de 3 ans, plus une compensation unique de 50 000 € pour les années de service domestique. J'eus presque envie de rire. Gabriel voulait que je lui paye 230 000 € supplémentaires. Et quelle est la base légale de cette demande? Demanda le juge. Votre honneur, ma cliente a consacré les meilleures années de sa vie à ce mariage. Elle a abandonné sa carrière pour soutenir son mari. Elle se retrouve maintenant sans ressources. Rodrigo se leva à nouveau. Votre honneur, nous demandons à présenter des preuves qui contredisent complètement ce récit. Le juge acquiesça. Allez-y. Durant l'heure suivante, Rodrigo présenta méthodiquement toutes les preuves. Les relevés bancaires, les reçus du service de ménage, les photos de l'enquêteur privé, les témoignages écrits de ses propres amis. Tout exposé dans un ordre chronologique parfait. Avec chaque pièce présentée, je vis Gabriel s'enfoncer davantage dans son siège. Finalement, le juge leva les yeux des documents. Maître Ortiz, avez-vous des preuves pour étayer vos affirmations qu'elle a tenu le foyer ou contribué significativement au mariage? Le jeune avocat regarda Gabriel, qui secoua légèrement la tête, les larmes coulant sur ses joues. Non, votre honneur, admit-il, vaincu. Le juge joignit ses mains sur le bureau. Sur la base des preuves présentées, il est clair que Madame Dubois n'a aucune base légale pour ses revendications. Le mariage a fonctionné sous régime de séparation de biens. Elle n'a pas contribué significativement au foyer et a de plus maintenu une relation extra-conjugale. Par conséquent,
Je rejette complètement sa demande de pension et de compensation. Le divorce est accordé. Chaque partie repartira avec les biens à son nom individuel. Les papiers finaux seront prêts dans 30 jours. L'affaire est close. Le coup de marteau résonna dans la salle. Tout s'était terminé en moins de 2 heures. En sortant du tribunal, j'entendis des sanglots derrière nous. Je ne me retournai pas. Bien joué, dit Rodrigo pendant que nous marchions vers le parking. Victoire nette et complète. Dans ma voiture, avant de démarrer le moteur, je m'accordais un moment pour traiter ce qui venait de se passer. 7 ans de ma vie avec Gabriel s'étaient officiellement terminés, non pas avec une explosion dramatique, mais avec un coup de marteau et des papiers légaux. Je démarrai le moteur et rentrai chez moi. Ma maison. Uniquement la mienne maintenant. Et pour la première fois depuis longtemps, cette pensée me rendait complètement heureux. Les 30 jours suivant le jugement s'écoulèrent de manière curieusement paisible. Plus de messages de Gabriel, plus de tentatives de contact, plus de drame. Durant ce temps, je me concentrais complètement sur la reconstruction de ma vie. J'avais passé tellement de temps à dédier mon énergie à un mariage qui n'avait clairement aucun salut que j'avais oublié ce que c'était de vivre pour moi-même. J'étendis mon entreprise d'import-export en ouvrant une nouvelle ligne de produits que j'avais reportée pendant des années. J'engageai 3 nouveaux employés et obtins 2 contrats importants. Mon revenu mensuel augmenta de 40% en 6 semaines. Je me reconnectai aussi avec des amis que j'avais négligés. De vieux camarades d'université avec qui je jouais au football le samedi matin, une tradition que j'avais abandonnée. Ce fut lors d'un de ces matchs que je retrouvai Thomas, mon meilleur ami de l'université. Après le match, autour d'une bière, je lui racontai tout. « Mec, j'ai toujours su que quelque chose n'allait pas dans ton mariage, » dit Thomas. Mais je ne voulais pas m'en mêler. Je sais, j'étais aveugle. Ou peut-être que je ne voulais pas voir la vérité. « Tu n'as rien gaspillé, » dit Thomas. « Tu as appris. Et regarde où tu es maintenant. Libre, ton entreprise prospère, ta vie récupérée. Ce n'est pas du gaspillage, c'est de l'évolution. » Ces paroles me firent réfléchir. Il avait raison. Chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, enseignait quelque chose de précieux. Le jour où les papiers de divorce définitif arrivèrent par courrier, je ne ressentis pas de tristesse. Je ressentis une clôture. Je signai où c'était nécessaire et, ce soir-là, je sortis dîner avec Thomas et d'autres amis pour célébrer non pas la fin de mon mariage, mais le début de ma nouvelle vie. Ce fut cette même soirée que je rencontrai Elena. Elle était la petite sœur d'un des amis de Thomas, en visite d'une autre ville. Elle était vétérinaire, avait sa propre clinique, et quand elle parlait de son travail, ses yeux s'illuminaient d'une passion genuine. Elle était indépendante, sûre d'elle, et paya sa propre addition sans y penser à 2 fois. Il n'y eut pas d'étincelle immédiate, pas de coup de foudre, mais il y eut quelque chose de mieux, une vraie conversation. Nous parlâmes pendant des heures de nos carrières, de nos rêves, de nos expériences. Elle me raconta son divorce d'il y a 2 ans. Comment ça avait été douloureux, mais nécessaire. « Tu sais ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être divorcé ?» dit Elena à un moment. « C'est que la prochaine fois que tu décideras d'être avec quelqu'un, ce sera parce que tu le veux vraiment, pas parce que tu as peur d'être seul. Ce sera un choix conscient, pas un besoin désespéré. » Elle avait absolument raison. Nous échangeâmes nos numéros ce soir-là, et dans les semaines suivantes, nous commençâmes à nous voir occasionnellement. Café, promenade, dîner décontracté, sans pression, sans attente. Juste 2 personnes appréciant la compagnie l'une de l'autre. C'était rafraîchissant. Pendant ce temps, à travers le cercle social inévitable d'une ville moyenne, j'apprenais des nouvelles de Gabriel. Selon Patricia, Gabriel avait trouvé un travail comme caissière dans un grand magasin. Un emploi à temps plein au salaire minimum. Elle vivait toujours chez Lorena, qui lui faisait maintenant payer un loyer. Diego avait disparu de sa vie presque immédiatement après le divorce. Quand il s'était rendu compte que Gabriel n'avait plus accès à l'argent, la relation avait perdu tout son attrait. « Je l'ai vue l'autre jour au supermarché », me raconta Patricia au téléphone. Elle avait l'air fatiguée, très différente. Elle m'a reconnu et a essayé de m'éviter, mais je l'ai rattrapée. Renée, elle a presque pleuré là, dans l'allée des céréales. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a dit qu'elle avait commis la plus grosse erreur de sa vie.
qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait jusqu'à ce qu'elle le perde, que si elle pouvait remonter le temps, elle n'aurait jamais laissé Diego se rapprocher d'elle à nouveau. C'est facile de dire ça maintenant. Exactement. Je lui ai dit la même chose. Tu lui as donné une chance de choisir et elle a mal choisi. Maintenant, elle doit vivre avec ce choix. 3 mois après la finalisation du divorce, j'étais dans mon bureau à domicile quand je reçus un email inattendu. L'adresse était inconnue, mais l'objet disait simplement « De Gabriel ». J'hésitais avant de l'ouvrir. Une partie de moi voulait le supprimer sans le lire, mais la curiosité l'emporta. « René, je sais que tu ne veux probablement plus avoir de mes nouvelles. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après tout ce que j'ai fait, mais j'avais besoin de t'écrire ceci, ne serait-ce que pour ma propre santé mentale. Tu avais raison surtout. Je ne t'ai jamais valorisé comme j'aurais dû. Je te voyais comme un moyen de maintenir un train de vie, pas comme une personne avec des sentiments et des besoins propres. J'ai été égoïste, manipulatrice et cruelle. Ces derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie. Non pas à cause du manque d'argent, bien que cela aussi ait été un ajustement énorme, mais parce que j'ai finalement dû confronter qui je suis vraiment et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je travaille maintenant. C'est un travail modeste, mais c'est honnête. Je paie mon propre loyer, j'achète ma propre nourriture et pour la première fois de ma vie adulte, je comprends la vraie valeur de l'argent et du travail acharné. Je comprends ce que tu faisais chaque jour pour nous donner la vie qu'on avait. Je n'écris pas ceci pour te demander pardon ou pour essayer de revenir avec toi. Je sais que ça n'arrivera jamais. J'écris parce que j'avais besoin que tu saches que je comprends enfin et que je regrette profondément la douleur que je t'ai causée. J'espère que tu es heureux, René. Tu mérites de l'être. Avec profond regret, Gabriel. Je lus l'email 2 fois. Je ne ressentis pas de satisfaction, pas de justification, juste de la neutralité. Une acceptation tranquille que c'était la clôture définitive. Je ne répondis pas, non pas parce que je voulais être cruel, mais parce qu'il n'y avait genuinement rien à dire. Gabrielle avait fait sa réflexion, exprimé ses regrets, et c'était suffisant pour elle. Mais je n'avais pas besoin de ses regrets pour avancer. Je l'avais déjà fait. Ce soir-là, Elena et moi allâmes dîner dans un petit restaurant italien qu'elle avait découvert. Pendant que nous partagions une pizza et rions d'histoires stupides de nos travaux respectifs, je réalisais quelque chose. J'étais genuinement heureux. Pas heureux malgré tout, ni éventuellement heureux. Simplement heureux dans le moment présent, avec quelqu'un qui m'appréciait pour qui j'étais. « À quoi tu penses ?» demanda Elena, remarquant mon expression pensive. « À quel point ma vie est différente maintenant comparée à il y a 6 mois. Différent dans le bon sens ou dans le mauvais. Différent incroyable, dis-je. Et je le pensais complètement sincèrement. Quand le divorce avec Gabrielle s'était finalisé, j'avais pensé que le plus important était la justice, les conséquences, m'assurer qu'elle comprenne ce qu'elle avait perdu. Mais maintenant, assis en face d'Elena, je réalisais que c'était secondaire. Le vraiment important, c'était que j'avais récupéré ma vie, ma dignité et ma capacité de choisir comment je voulais vivre et avec qui. Gabrielle avait pris sa décision quand elle avait choisi de passer 1 mois avec Diego. J'avais pris la mienne quand j'avais décidé de ne plus permettre à quelqu'un de m'utiliser. Et les 2 décisions nous avaient menés exactement où nous devions être. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.